Deux chiffres bousculent un équilibre figé. Un pays classé parmi les plus dépendants de l'aide occidentale rompt soudainement et brutalement avec ses parrains traditionnels. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se tourne vers Cuba et le Venezuela, deux États sous sanctions qui revendiquent pourtant leur souveraineté. Que signifie, pour ceux qui suivent l'actualité africaine, ce pari capable de redessiner les marges d'action d'un pays enclavé et sous pression? Et si cette décision, apparemment isolée, devenait le précédent discret d'une autre carte du pouvoir sur le continent? Le virage engagé par le Burkina Faso porte une promesse centrale, celle de bâtir une souveraineté durable fondée sur des partenariats capables de réduire la dépendance historique envers l'aide occidentale. Cette orientation n'est pas formulée comme une rupture spectaculaire, mais comme la recherche d'un espace de décision moins contraint, où les priorités nationales priment sur les conditionnalités externes. Le pays s'appuie ainsi sur deux leviers déjà identifiés dans les premiers échanges: l'expertise médicale de Cuba et la compétence énergétique du Venezuela, deux domaines où les failles du système burkinabé ont longtemps limité les marges d'action. Le bénéfice potentiel réside dans la possibilité de stabiliser des secteurs essentiels, tout en transférant des compétences, plutôt qu'en prolongeant un cycle d'assistance fragile. Mais les enjeux ne se limitent pas à la technique. Le pari comporte un risque réel, celui de voir les pressions internationales s'intensifier et de devoir absorber des tensions diplomatiques dont l'issue reste incertaine. D'où la question majeure. Jusqu'où un pays enclavé peut-il aller pour défendre ses priorités sans déclencher un cycle de contraintes nouvelles? La première révélation tient dans la vitesse inhabituelle du basculement. En moins d'un an, le Burkina Faso a rompu avec un modèle diplomatique installé depuis des décennies. La seconde apparaît dans le choix même des nouveaux partenaires, deux États sous sanctions, alors que plus de 40% des pays africains restent dépendants de l'aide extérieure. Ces deux points, mis côte à côte, dessinent un fil causal que beaucoup avaient sous-estimé. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le pays ne s'est pas contenté de modifier la liste de ses alliés, il a inversé l'architecture de pouvoir qui encadrait traditionnellement sa marge de manœuvre. Pendant longtemps, la diplomatie burkinabé s'est construite sur une logique d'accommodement, accepter les conditionnalités financières ou militaires en échange d'un soutien censé stabiliser le pays. Mais cette mécanique, progressivement, a créé son propre cercle vicieux: dépendance croissante, vulnérabilité structurelle, espace décisionnel rétréci. Le changement observé aujourd'hui est né de cette accumulation. C'est dans ce contexte que la coopération avec Cuba et le Venezuela a émergé. Vue de loin, elle ressemble à un geste abrupt. Observée de près, elle s'inscrit dans une continuité logique. Lorsque les instruments traditionnels atteignent leurs limites, un pays finit par explorer les alternatives disponibles. Cuba offre une expertise médicale forgée dans la contrainte, capable de soutenir des systèmes de santé fragilisés. Le Venezuela, malgré ses crises, conserve des compétences énergétiques précieuses pour un État confronté à des pénuries chroniques d'électricité. Ces deux contributions répondent à des faiblesses structurelles bien identifiées. La question centrale, pourtant, ne réside pas uniquement dans l'opportunité de ces partenariats. Elle porte sur le risque de remplacer une dépendance par une autre. Plusieurs cercles diplomatiques africains débattent déjà de cette tension. S'agit-il d'un acte de souveraineté tardif mais nécessaire, ou d'une prise de position dont les coûts pourraient dépasser les bénéfices immédiats? À travers ces interrogations, une réalité demeure. Le Burkina Faso, pour la première fois depuis longtemps, tente de reposséder son destin sans attendre la validation d'acteurs extérieurs. La trajectoire est incertaine, mais les premiers signaux indiquent qu'un nouveau schéma de coopération reste possible, à condition de s'inscrire dans un horizon patient. Pour comprendre comment ce virage s'est matérialisé au quotidien, il faut suivre les équipes techniques mobilisées autour de la présidence. Ces groupes restreints, formés d'ingénieurs, de médecins, d'analystes, ont été chargés d'évaluer la faisabilité réelle des partenariats avec Cuba et le Venezuela. Leur mission ne relevait pas d'un affichage politique, mais d'un travail minutieux. Cartographier les failles structurelles héritées des anciens accords, identifier les goulets d'étranglement
et proposer des mécanismes de coopération capables de contourner les conditionnalités traditionnelles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces équipes sont devenues les relais concrets d'une stratégie encore fragile. Dans un premier exemple provient du secteur de la santé. Une délégation burkinabé a observé les centres de formation cubains, réputés pour leur approche préventive et leur capacité à maintenir un fonctionnement stable malgré les sanctions. Cette visite a mis en évidence un avantage rarement obtenu dans les programmes conditionnels, la continuité. Pour un pays confronté à des interruptions récurrentes d'appui, cette stabilité technique représentait un levier immédiat. Dans un second exemple concerne l'énergie. Des ingénieurs burkinabés ont évalué l'expertise vénézuélienne dans la gestion de ressources en contexte contraint. Malgré les crises traversées, les spécialistes consultés ont montré une maîtrise opérationnelle adaptée aux environnements où les infrastructures restent vulnérables. Pour le Burkina Faso, sujet à des pénuries cycliques, cette compétence ouvrait une voie concrète d'amélioration. Ces premiers retours ont produit un effet discret mais réel. Ils ont déplacé la perception initiale d'un geste politique vers celle d'une exploration pragmatique. Les équipes, modestes mais cohérentes, ont constitué l'ossature d'une stratégie encore expérimentale. Leur travail révèle une idée simple. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'assemble patiemment, pièce après pièce. La phase d'activation du virage burkinabé commence bien avant qu'elle ne devienne visible sur la scène internationale. Elle naît d'une série de signaux internes, faibles mais cohérents, relevés dans plusieurs ministères. Les équipes techniques notent que les programmes d'appui occidentaux se fragmentent, que les calendriers se décalent, que les priorités imposées ne correspondent plus aux besoins urgents du pays. Les variations de rythme, d'abord perçues comme des anomalies isolées, finissent par dessiner un motif. C'est ce faisceau d'indices qui constitue le véritable déclencheur, le point où le modèle ancien montre ses limites structurelles. À ce stade, le processus s'enclenche. Le premier choc provient d'un constat partagé. La dépendance financière réduit la capacité décisionnelle du pays au moment même où ses infrastructures se fragilisent. Les demandes contradictoires des partenaires traditionnels créent un sentiment d'impasse au sein de l'administration. Lorsque certains programmes ralentissent, la présidence interprète ces modifications comme un avertissement. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une réflexion plus large s'ouvre. Continuer sur cette trajectoire reviendrait à accepter une vulnérabilité durable. L'idée d'explorer d'autres options, encore floues, commence alors à circuler dans des cercles restreints. Progressivement, l'intensité augmente. La recherche d'alternatives mène rapidement à des échanges exploratoires avec Cuba et le Venezuela. Les premiers contacts se concentrent sur les secteurs identifiés comme les plus défaillants, la santé et l'énergie. Les délégations burkinabées découvrent des approches façonnées par des décennies de résilience institutionnelle. À mesure que les discussions avancent, un glissement s'opère. Les hypothèses deviennent des pistes, puis des projets concrets. La présidence observe que ses partenaires, soumis à des sanctions extérieures, offrent paradoxalement une stabilité technique que les alliances conditionnelles n'ont pas toujours su garantir. Ce changement de perception crée un emballement interne. Les premiers projets validés, équipe médicale cubaine, évaluation énergétique vénézuélienne, deviennent les catalyseurs d'un mouvement plus large. Ce moment constitue le véritable crescendo. Les observateurs occidentaux, jusque-là attentifs mais discrets, renforcent leur vigilance. Les déclarations publiques évoquent des inquiétudes, tandis que des messages plus feutrés circulent dans les réseaux diplomatiques. Cette pression, au lieu de freiner la dynamique, renforce la conviction des acteurs internes que revenir en arrière reviendrait à réactiver la dépendance passée. L'administration adopte alors une ligne assumée, poursuivre le virage, même si les pressions extérieures augmentent. Ensuite, les répercussions se font sentir. Les premiers effets apparaissent presque immédiatement dans la fonction publique. Certains services adaptent leurs priorités, prenant acte des nouvelles orientations. Les débats internes s'intensifient. Une partie soutient l'audace stratégique, une autre redoute les conséquences internationales. Sur le continent, plusieurs pays suivent attentivement l'évolution de la situation, évaluant la faisabilité d'un modèle alternatif de coopération. Cette période est marquée par des oscillations rapides entre optimisme prudent et inquiétude diplomatique. Malgré ces tensions,
Les collaborations techniques avancent, même si leurs résultats restent fragiles. Les équipes médicales cubaines clarifient les conditions d'appui. Les spécialistes vénézuéliens identifient les zones critiques du réseau énergétique. Chaque avancée, même modeste, confirme que le pays a franchi un seuil irréversible, celui où une décision politique devient trajectoire. Le mouvement d'ensemble révèle alors une logique cohérente. Le Burkina Faso ne cherche pas à rompre pour rompre, mais à reconstruire son espace de souveraineté en s'appuyant sur des partenaires capables de contourner les contraintes habituelles. Et c'est cette recomposition progressive qui définit le cœur de la séquence événementielle. Le changement burkinabé se mesure d'abord à travers un contraste chiffré qui sert de baseline. Plus de 40% des pays africains se trouvent en situation de surendettement, un indicateur qui montre combien les modèles d'aide occidentales ont façonné des dépendances durables. Cette donnée, utilisée comme point d'ancrage, éclaire la trajectoire du Burkina Faso. Elle souligne la pression structurelle qui pesait sur un pays longtemps soumis à des conditionnalités financières strictes. Le delta qui suit, lui, apparaît dans l'émergence progressive de partenariats moins exposés à ces mécanismes contraignants. Ce basculement n'est pas total, mais il marque déjà une inflexion notable dans la manière d'obtenir un appui technique. C'est dans le secteur de la santé qu'apparaît le premier point quantifiable. Les échanges avec Cuba reposent sur une logique de transfert de compétences fondée sur la médecine préventive. Ce modèle a montré, dans d'autres contextes sous sanction, une capacité rare à maintenir des services essentiels malgré des pressions externes constantes. L'un de ces effets mesurables réside dans la stabilité opérationnelle des équipes déployées. Cette continuité, souvent absente des programmes conditionnels, représente un avantage stratégique. Un système médical qui fonctionne sans interruption fréquente renforce directement la résilience institutionnelle. La valeur de cette stabilité dépasse le strict cadre sanitaire. Elle améliore l'anticipation des besoins et réduit la fragilité globale du pays. Le deuxième point quantifiable se situe dans l'énergie. Les ingénieurs vénézuéliens, malgré un environnement national marqué par des crises prolongées, conservent une expertise solide dans la gestion de réseaux soumis à des contraintes sévères. Ce savoir-faire, difficile à trouver dans les circuits de coopération traditionnels, répond précisément aux failles du système burkinabé. Les évaluations techniques menées lors des premiers échanges ont permis d'identifier plusieurs zones critiques où les coupures récurrentes freinaient l'activité économique. L'examen détaillé de ces points faibles constitue un premier indicateur, même s'il reste préliminaire. Une analyse structurée des vulnérabilités énergétiques crée un cadre d'intervention plus cohérent et ouvre la voie à des améliorations graduelles. Le troisième point renvoie à la capacité institutionnelle de suivre et d'ajuster les projets en cours. Cette dimension, bien que moins visible, représente l'un des marqueurs les plus sensibles de la transformation. Les équipes burkinabées, désormais coordonnées autour d'objectifs communs, disposent d'un tableau de priorités plus lisible que par le passé. Cette réorganisation interne produit un effet mesurable. Elle réduit les incohérences entre services et augmente la capacité d'absorber les pressions externes. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, cette montée en cohérence constitue un indicateur qualitatif essentiel, car elle conditionne la réussite des partenaires engagés. Une administration mieux synchronisée améliore la circulation de l'information et réduit les frictions décisionnelles. Ces trois repères, la baseline régionale du surendettement, la stabilité médicale importée de Cuba et l'analyse fine des vulnérabilités énergétiques issues des échanges avec le Venezuela, composent un faisceau d'indices qui dépasse la simple rhétorique politique. Ensemble, ils montrent que le virage burkinabé s'appuie déjà sur des éléments concrets, même si leur portée reste limitée à ce stade. Les effets sont encore fragiles, mais ils tracent une direction, celle d'une souveraineté construite par accumulation d'ajustements techniques plutôt que par déclarations spectaculaires. Dans le débat qui entoure le réalignement burkinabé, deux positions solides s'affrontent, chacune appuyée sur des arguments cohérents. La première, défendue par ceux qui soutiennent la quête de souveraineté, considère que l'orientation vers Cuba et Venezuela représente une sortie nécessaire d'un cycle de dépendance prolongée. Pour ses partisans, l'histoire récente montre que l'aide occidentale, bien qu'importante, a souvent été conditionnée à des priorités politiques qui fragilisaient les secteurs essentiels.
Il voit dans l'expertise médicale cubaine une capacité éprouvée à maintenir des services stables sous pression et dans les compétences énergétiques vénézuéliennes, un savoir-faire adapté aux environnements contraints. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso chercherait ainsi à remplacer un système de dépendance asymétrique par un modèle centré sur le transfert de compétences. La seconde position adopte une prudence méthodique. Ces tenants reconnaissent l'intérêt d'une diversification, mais soulignent les risques inhérents au choix de partenaires soumis à des sanctions internationales. Selon eux, collaborer avec des États contestés pourrait exposer le pays à des pressions accrues, diplomatiques comme économiques. Il rappelle également que la substitution d'un partenaire par un autre ne garantit pas l'émancipation. Elle peut reproduire, sous une autre forme, les mêmes mécanismes de dépendance. Dans cette perspective, la marge de manœuvre gagnée pourrait s'accompagner de vulnérabilités nouvelles, difficiles à absorber pour une économie déjà fragile. Face à ces deux visions, une synthèse s'impose. Les bénéfices potentiels existent. Stabilité opérationnelle dans la santé, expertise ciblée dans l'énergie, espace diplomatique légèrement élargi. Les risques, eux aussi, sont tangibles. Tensions internationales, incertitudes logistiques, fragilité des infrastructures. La question n'est donc pas de déterminer quel camp a raison, mais d'évaluer la capacité du pays à gérer les chocs associés à cette stratégie. À ce stade, les premiers résultats montrent des avancées limitées mais structurantes, confirmant que la réussite dépendra moins des intentions politiques que de la robustesse des mécanismes techniques mis en œuvre. À ce moment, un détail vient tout changer. Au milieu de la trajectoire engagée, un élément souvent négligé modifie silencieusement la dynamique générale. Les premiers signes de réussite ne viennent pas de la diplomatie, mais des secteurs techniques. Les équipes engagées avec Cuba rapportent une continuité opérationnelle rarement atteinte dans les anciens programmes conditionnels, un indicateur discret mais révélateur d'une stabilité possible. Cette constance, acquise malgré les sanctions qui pèsent sur l'île, confirme que certains modèles peuvent fonctionner même sous pression. Parallèlement, les échanges avec Venezuela montrent une cohérence inattendue. Les spécialistes de l'énergie mobilisée pour analyser les besoins burkinabés identifient des méthodes adaptées aux environnements contraints élaborés dans un contexte institutionnel difficile. Pour Burkina Faso, soumis à des pénuries électriques récurrentes, cette expertise prend immédiatement sens. Elle correspond précisément aux failles mises en lumière dans les diagnostics internes. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ce midpoint révèle une bascule interprétative. Le débat ne se focalise plus uniquement sur les réactions occidentales, mais sur l'efficacité pratique des nouveaux partenariats. La perception initiale d'un geste politique se transforme en examen concret des résultats. Et à partir de ce point, même modeste, l'équilibre commence à se déplacer. Les premiers effets du réalignement burkinabé apparaissent de manière progressive, structurant 4 champs distincts dont les dynamiques se superposent sans se confondre. Pour l'État, la recomposition des alliances crée une marge de manœuvre nouvelle. Les partenariats techniques en santé permettent de stabiliser certains services essentiels longtemps fragilisés par des interruptions d'appui. Dans l'énergie, les échanges engagés offrent des pistes adaptées aux failles identifiées dans le réseau national. Cette réorientation donne à l'administration un espace pour ajuster ses priorités, même si les pressions extérieures demeurent présentes à l'arrière-plan. La capacité institutionnelle à absorber ces tensions devient un enjeu déterminant, car elle conditionne la continuité des projets en cours. Pour les entreprises, les implications sont plus ambivalentes. L'éventualité de sanctions ou de restrictions économiques génère une prudence évidente dans la planification des investissements. Plusieurs acteurs anticipent un environnement plus incertain où les décisions diplomatiques peuvent influencer directement les horizons de croissance. Pourtant, dans certains secteurs, notamment ceux liés à la santé ou à l'énergie, les nouvelles coopérations sont perçues comme des opportunités de modernisation technique. Les signaux restent modestes, mais ils indiquent que l'économie nationale pourrait se reconfigurer à mesure que les collaborations se consolident. Pour la population, les effets immédiats se manifestent surtout dans l'accès aux services essentiels.
Les équipes médicales formées grâce aux échanges avec les partenaires alternatifs offrent une perspective de stabilité plus grande, notamment dans les zones où les interruptions de programmes conditionnels avaient affaibli la continuité des soins. Dans le domaine énergétique, les améliorations sont plus lentes, mais la compréhension accrue des failles du réseau donne l'espoir d'une réduction progressive des coupures. Les habitants perçoivent ainsi l'enjeu politique sous un prisme quotidien. La fiabilité des services détermine directement la qualité de vie. Sur le plan régional et international, le changement de cap agit comme un signal. Plusieurs pays africains observent attentivement la trajectoire burkinabé, cherchant à évaluer si un modèle de coopération alternative peut fonctionner sans entraîner un isolement trop lourd. Dans le même temps, d'anciens partenaires surveillent les conséquences de cette orientation, évaluant les marges de réaction possibles. La situation devient un test grandeur nature pour mesurer jusqu'où un pays peut aller dans la défense de ses priorités stratégiques. Au centre de cette recomposition se trouve la présidence, menée par Ibrahim Traoré, qui doit maintenir un équilibre délicat entre avancées techniques et pression externe. La réussite dépendra de la capacité à transformer des progrès limités mais réels en fondations durables. Chaque résultat, même modeste, influence la dynamique générale. Il confirme qu'un pays peut réorienter sa trajectoire sans renoncer entièrement à ses marges d'autonomie. Et dans cette phase de transition, c'est la constance des efforts, plus que les annonces, qui déterminera la solidité du tournant engagé. Au regard des dynamiques engagées, l'évolution du Burkina Faso au cours des 6 à 12 prochains mois peut être envisagée à travers 3 trajectoires distinctes. Dans un scénario de base, repose sur une progression graduelle des coopérations techniques. Les projets en santé portés par les équipes impliquées se consolideraient lentement, tandis que les travaux en énergie avanceraient par étapes. Les résultats resteraient modestes mais visibles. Une légère amélioration dans la continuité des services et un renforcement progressif de la coordination institutionnelle. Dans ce cadre, les pressions internationales demeureraient présentes mais gérables, sans provoquer de rupture majeure dans la stratégie suivie par la présidence. Dans un scénario optimiste, amplifierait cette tendance. Les programmes liés à la santé pourraient accélérer, améliorant la formation du personnel et stabilisant certains centres urbains. Du côté de l'énergie, une meilleure compréhension des goulets d'étranglement permettrait d'identifier des solutions adaptées plus rapidement, donnant lieu à des avancées concrètes dans plusieurs zones sensibles. Cette dynamique renforcerait la crédibilité du Burkina Faso, offrant un exemple mesuré de ce que des partenariats alternatifs peuvent produire dans un environnement contraint. Si cette trajectoire se confirme, d'autres pays africains pourraient examiner de près la méthode burkinabé, en particulier sa capacité à contourner les conditionnalités traditionnelles. Dans un scénario défavorable, lui s'appuie sur un durcissement des réactions extérieures. Des tensions diplomatiques accrues pourraient ralentir, voire complexifier, la mise en œuvre des projets en santé et en énergie. L'administration serait alors confrontée à des contraintes logistiques plus fortes, tandis que les résultats se feraient attendre. Une telle situation fragiliserait l'équilibre interne, augmentant les débats autour des risques d'une réorientation trop rapide. Dans ce contexte, l'action du gouvernement devrait se concentrer sur la protection des acquis techniques déjà obtenus. À travers ces 3 scénarios, un point commun apparaît. La trajectoire dépendra moins de la vitesse que de la capacité institutionnelle à absorber les chocs. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, une recommandation se dessine. Privilégier une lecture structurée des signaux faibles afin d'ajuster la stratégie sans perdre la cohérence générale. Dans une phase où chaque avancée compte, la méthode devient aussi importante que les résultats. Pour beaucoup d'observateurs, le réalignement entrepris par le pays semble lointain, presque abstrait. Pourtant, 3 groupes de public y trouvent des raisons d'y prêter attention. Le premier rassemble ceux qui suivent les débats sur la souveraineté africaine. Pour eux, la démarche actuelle constitue un laboratoire inédit. Un État enclavé tente de sortir d'un cycle ancien de dépendance tout en maintenant une cohérence stratégique. Ce groupe examine chaque avancée pour comprendre si une voie alternative peut réellement exister dans un environnement international polarisé. Le deuxième groupe se concentre sur les dynamiques économiques et sociales. Ces observateurs scrutent les impacts concrets dans la santé, l'énergie et les services publics.
Leur intérêt porte moins sur la géopolitique que sur la capacité du pays à stabiliser des secteurs essentiels. Les premiers retours techniques leur offrent un cadre de lecture pragmatique. Les collaborations engagées pourraient renforcer la continuité de certains services, même si les résultats restent fragiles et progressifs. Le troisième groupe examine la relation entre les États africains et les puissances extérieures. Pour ces analystes, la trajectoire suivie sous la conduite d'Ibrahim Traoré devient un cas d'étude. Ils observent comment un pays ajuste ses alliances tout en absorbant des pressions contradictoires. Cette perspective met en lumière les marges de choix, parfois étroites, dont disposent les gouvernements confrontés à des contraintes multiples. À travers ces trois regards, une idée commune apparaît. La transformation en cours ne se juge pas seulement par ses effets immédiats, mais par la manière dont elle redéfinit les possibilités d'action pour l'avenir. Une suggestion simple s'impose alors au lecteur. Suivre ces évolutions avec patience, en distinguant les intentions des résultats concrets. Une seconde consiste à considérer chaque étape comme une indication des limites et des opportunités réelles qui façonnent la souveraineté contemporaine. La consolidation de la trajectoire engagée nécessite une méthode précise, structurée autour de plusieurs étapes complémentaires. Pour commencer, organiser la coopération sanitaire. Les institutions doivent identifier les besoins prioritaires, notamment dans les centres soumis à de fortes variations d'activité. Les équipes locales travailleront avec les spécialistes déjà mobilisés pour définir un calendrier de formation régulier. Le progrès se mesurera à la stabilité des services essentiels et à la réduction des interruptions structureuses sur les structures concernées. Ensuite, structurer l'intervention énergétique. Les ingénieurs nationaux commenceront par cartographier les zones où les pannes sont récurrentes. À partir de ce diagnostic, ils définiront des séquences d'actions à mener avec les équipes techniques étrangères déjà consultées. Les résultats seront évalués par la diminution progressive des coupures et par la continuité du service dans les régions les plus exposées. Puis, renforcer la coordination interne. Les ministères impliqués devront synchroniser leur calendrier, éviter la dispersion des ressources et établir un tableau de bord trimestriel regroupant les indicateurs essentiels. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette coordination vise à maintenir une cohérence stratégique malgré les pressions extérieures. La performance se lira dans la rapidité d'ajustement lorsqu'un obstacle logistique apparaît. Enfin, maîtriser la communication publique. Les autorités devront expliquer les objectifs sans surpromettre, en rappelant que les résultats seront progressifs. L'enjeu est de préserver la cohésion interne tout en limitant les effets des tensions diplomatiques. L'impact se mesurera à la capacité du public à percevoir les avancées réelles sans attendre des transformations immédiates. En combinant ces étapes, le pays cherche à transformer un virage encore fragile en trajectoire durable, où chaque amélioration technique soutient l'ensemble de l'effort politique. Lorsque l'on revient vers les premières équipes techniques décrites plus tôt, celles qui observaient des centres de formation lointains ou analysaient des réseaux énergétiques fragiles, une image s'impose, celle de groupes modestes portant une responsabilité disproportionnée. Leur travail, discret mais constant, a donné une forme concrète à une ambition longtemps considérée comme théorique. Ce sont eux qui ont transformé une orientation politique en série d'actes mesurables, assemblant patiemment les éléments d'une trajectoire encore fragile. Dans cette scène élargie, la place d'Ibrahim Traoré prend un relief particulier. Son rôle n'apparaît plus seulement dans les décisions diplomatiques, mais dans la manière dont il confie au terrain la charge de réinventer les marges d'autonomie du pays.